Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur américain que j'adore mais qui est complètement bancal au niveau, c'est les montagnes russes au niveau de sa filmo et c'est l'énormissime Brian De Palma. Donc De Palma, il a fait, maintenant il a 84 ans, il nous a fait un paquet de longs métrages ou de moyens métrages, hein. Il commence par des films indépendants, il va se faire connaître avec, donc il va révéler Robert De Niro, qui ensuite ira travailler avec Martin Scorsese, hein. C'est quand même lui qui a révélé De Niro, avec tout un tas de films, hein, Greetings, I'm Home et je ne sais plus lesquels, hein. Il a fait tout un tas de films indépendants. Je vais pas revenir sur toute la filmo énorme de Palma. Pour moi, ses premiers films indépendants sont bof. J'ai dû voir Greeting, j'ai vu I'm Home, était pas trop mal. Il commence vraiment en 73 un truc qui s'appelle Sœur de sang, qui était assez sympathique, un premier thriller d'horreur, où il est également scénariste et réalisateur. Il enchaîne avec un gros succès avec Phantom of the Paradise. Alors, visuellement, c'était très sympa. La musique aussi. Enfin, j'aurais dû adorer le film. Moi, je l'ai vu sur le tard, hein. Je l'ai vu il y a une petite quinzaine d'années. Ce film-là, je l'ai découvert assez tard. Ça a quand même pris un énorme coup de vieux. Moi, vous me direz, c'est un film culte en France. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que bon, il y a des trucs qui me plaisent à fond là-dedans, mais il y en a d'autres qui ont quand même méchamment vieilli. Donc c'est sympa, mais voilà, ça n'a pas la réputation. Je trouve que ça a vraiment, vraiment pris un méga coup de vieux. Il continue avec un film qui s'appelle Obsession. Là, j'avoue, je l'ai vu, j'en ai plus aucun souvenir. Il enchaîne ensuite avec une des très bonnes adaptations de Stephen King, qui est Carrie au bal du diable, où là, on retrouve en plus de Sissy Spacek dans le rôle de Carrie, John Travolta et Nancy Allen, hein, les excellents John Travolta et Nancy Allen. Et le film est vraiment très sympa. J'ai lu le bouquin, c'est assez fidèle, mais en même temps, il met bien sa patte. Dedans, hein, on a des plans. Alors, savoir que il a été très très souvent comparé, à juste titre d'ailleurs, à Alfred Hitchcock à ses débuts et surtout pour ses thrillers et films d'horreur. Mais Carrie a vraiment une patte déjà qui commence à se voir, hein. Ça commençait déjà à se voir dans ses autres films, hein. Il y a tout un tas de plans ultra dynamiques dans la mise en scène et autres. Et Carrie au bal du diable est franchement excellent. Il poursuit avec Fury, qui est assez sympathique avec Kirk Douglas. C'était là pareil, je l'ai vu il y a très longtemps, j'en ai pas de souvenir, mais j'avais trouvé ça assez sympa. Il continue avec d'autres films, il y a Home Movies, il y a ensuite Pulsion qui était très sympa, Blowout, alors qui est souvent cité par donc un thriller avec encore une fois John Travolta. Et là, la perf de John Travolta est absolument hallucinante. Pour moi, je l'ai revu, je l'avais vu quand j'étais gamin, je l'ai revu il y a peut-être 5 6 ans. J'étais à nouveau bluffé par la performance de Travolta. Et c'est le film qui a rendu Tarantino fan absolu de Travolta. Moi, je comprends pourquoi quand j'ai revu le film. Le thriller est très sympa, c'est un très bon film, mais la perf de Travolta est absolument hallucinante, hein. Pour moi, c'est du niveau de ce que fait Mickey Rourke dans ses meilleurs rôles, hein, que ce soit Angel Heart ou The Wrestler ou autre. C'est totalement bluffant. C'est un des très très bons films de Palma. Et il enchaîne ensuite en 83 avec pour moi ce qui est son premier chef-d'œuvre, film donc qui est un remake d'un vieux film de gangster des années 30 ou 40, hein, qui a été produit ou coproduit par Howard Hawks et qui s'appelle, ou je ne sais pas si pas réalisé par Howard Hawks d'ailleurs, qui s'appelle tout simplement Scarface. Et alors c'est à savoir que là on a une réunion de talents parce que alors on a évidemment Pacino dans ce qui est pour moi son meilleur rôle, même s'il surjoue comme De Niro dans Les Nerfs à vif avec un talent absolument phénoménal. Tout le casting est génial, hein. On a Michel Pfeiffer, hein, et tous les seconds rôles sont absolument magnifiques. C'est évidemment l'ascension et la chute d'un émigré de Cuba qui va aller aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Il va effectivement le trouver avec tout ce que ça implique de bien et de mal. Et là, c'est pour moi l'ascension et la chute la mieux filmée tout simplement de l'histoire du cinéma. Également avec l'excellent Barry Lyndon de Kubrick, qui est un peu, alors c'est film d'époque, hein, mais c'est également une ascension et une chute d'un personnage. C'est les deux meilleurs films là-dessus pour moi, les meilleurs films de ce genre.
Film de gangster, génialissime. Donc au niveau de l'interprétation, au niveau de la mise en scène de De Palma, c'est ultra violent pour l'époque, hein. La fameuse scène de la tronçonneuse avec le balayage à l'extérieur tout calme, on revient à travers la fenêtre et on a la fameuse scène de la tronçonneuse. Je ne vais pas plus en détail si vous ne l'avez pas vu. Bon, en même temps, c'est un classique, mais si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. C'est un classique qui, pour une fois, mérite sa réputation. Contrairement à, pour moi, Fantôme du Paradis, qui a vraiment vieilli. Celui-là, il n'a pas pris une ride au niveau de la mise en scène. À l'écriture, on a Oliver Stone au niveau du scénar, et c'est là qu'on voit qu'Oliver Stone, c'est un très bon metteur en scène, mais c'est surtout un excellent scénariste. Pour moi, il est bien meilleur scénariste que metteur en scène, Oliver Stone. Donc là, réunion de talents absolument génialissime. Foncez dessus si vous ne l'avez pas vu. Pour moi, tout simplement un des meilleurs films avec Al Pacino. Chef-d'œuvre absolu. Il continue avec un thriller très sympa avec Melanie Griffith et c'est Blowout. Alors là, c'est pareil, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais c'était un de ses meilleurs thrillers. Continue avec un truc qui s'appelle Mafia Salad en 86. Je m'en souviens plus, c'était vaguement sympathique, mais totalement anecdotique. Et il continue avec un petit bijou pour moi, Les Incorruptibles. Ouais, pareil, encore une fois, avec un casting. Alors, il retrouve De Niro, cette fois-ci. Il a révélé De Niro dans des petits films indépendants. Là, il le retrouve pour une méga grosse production. Et on a un casting absolument génialissime. Un Kevin Costner dans un de ses premiers vrais grands rôles. Il avait fait il avait fait Silverado, pardon, avant qu'il l'avait révélé. Il a fait encore quelques rôles, mais là, il explosait aux côtés de Sean Connery. Qui était absolument génial là-dessus, et on a Andy Garcia. Enfin voilà, le casting est fabuleux, la mise en scène est fabuleuse. C'est d'après une série télé américaine. J'avais dû voir quelques épisodes, mais bon voilà, ça reprend l'histoire vraie d'Eliot Ness qui va essayer de faire tomber Al Capone, donc joué par De Niro. Et c'est génialissime, c'est encore une fois une fresque de gangster. Visuellement, c'est fabuleux. Scénaristiquement, je sais plus qui est aux commandes du scénario. On a Ennio Morricone à la musique. Donc là, pareil, au niveau oreille, on en prend plein et les yeux et les oreilles, hein, de bonheur. Petit chef-d'œuvre. Je mettrais peut-être pas chef-d'œuvre absolu, mais pour moi, c'est un gros 9 ou 9,5 sur 10. Hein. Je m'en lasse pas. C'est un des meilleurs films de Palma. Qui va enchaîner en 89 avec un film que j'ai plus. Je l'avais en cassette vidéo. Faudrait que je le reprenne. C'est Outrage. Film sur un fait divers au Vietnam, alors avec pareil un casting, on avait Michael J. Fox dans le rôle du héros qui va essayer de lutter contre ses potes qui vont violer une Vietnamienne, menée par l'excellent également Sean Penn. Et le reste du casting était absolument génial, et le film est très très dur, mais c'était vraiment excellent. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai dû le voir une demi-douzaine de fois quand je l'avais en cassette vidéo. Franchement, excellent. Si vous l'avez pas vu, pareil, un très très bon film de guerre / drame, / même thriller. Michael J. Fox étonné parce que là, il sortait des comédies pour lesquelles on le connaissait. Il était très bon dans le rôle. Et il va enchaîner avec un méga gros bide, l'ami de Palma, avec Le Bûcher des Vanités. Et franchement, c'était un bide mérité parce que le film était complètement naze. Malgré le casting, on avait Bruce Willis, Tom Hanks, Melanie Griffith à nouveau. Voilà, bon, le film était naze de chez naze. Il continue avec un truc un peu ringard, L'Esprit de Caïn, une espèce de thriller d'horreur. Bon, je l'ai vu une fois, c'était... alors, il y a des trucs de mise en scène qui sont encore très sympas, mais ça étonne de Palma. Bon, je pense que c'est une commande pure, c'était assez anecdotique, pour ne pas dire, voire même franchement très Z à certains moments. Ça restait sympatoche. Et il revient par contre 10 ans pile après Scarface pour nous refaire un chef-d'œuvre avec à nouveau l'ami Pacino dans ce qui est pour moi le deuxième chef-d'œuvre absolu de Palma. Carlitos Way, donc traduit L'Impasse en français. Et là, on a donc un Pacino qui nous joue un gangster qui sort de prison, aidé par l'excellent Sean Penn qui fait son avocat. Méconnaissable Sean Penn. Pour moi, la meilleure perf de Sean Penn là-dedans. Une des meilleures perfs de Pacino avec Scarface, où là, il joue vraiment... sans emphase, sans autre. Il fait un jeu minimaliste, mais génialissime. Génialissime, le Pépère Pacino, beaucoup moins excentrique et outrancier que dans Scarface. Mais c'est génial, le mec veut renoncer à sa vie d'avant, il veut se remettre avec son amour d'antan, hein, joué par l'excellentissime et très belle Penelope Ann Miller. Et malheureusement, il va être
attiré par sa vie violente. Et voilà, c'est dramatique, c'est un film de gangster, mais c'est génialissime. C'est encore une fois une fresque, hein, c'est très long, je crois que ça dure 2h30. Et c'est absolument génial. Donc il retombe dans ses travers à cause essentiellement du personnage de Sean Penn, qui est une pourriture finie. Et si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus, parce que pour moi, c'est les films. Quand je regarde Scarface, mon préféré c'est Scarface. Quand je regarde L'Impasse, mon préféré c'est L'Impasse. Je n'arrive pas à savoir lequel des deux je préfère. Deux chefs-d'œuvre absolus qui pourraient être dans mon top 10. Alors, il y a tout un tas de films qui pourraient être dans mon top 10, hein. J'ai mon top 3 qui ne bouge pas. Mais le top 10, je pourrais avoir cela, je pourrais avoir Seven et Fight Club de Fincher. Enfin, voilà, c'est deux films, je ne sais pas lequel je préfère. Donc là, vous avez un côté grand guignolesque sur l'ascension et la chute d'un gangster. Là, vous avez une espèce de quête de rédemption, mais qui finit très mal sur l'Impasse. Mais les deux sont absolument géniaux. Les deux montrent des facettes de jeu d'Al Pacino, hein. On a le côté complètement outrancier de l'Impasse et le côté beaucoup plus posé le côté outrancier pardon de Scarface et le côté plus posé de l'Impasse. Et il y a une des meilleures scènes pour moi jamais filmées, la scène du billard. Alors, si vous connaissez le film, vous saurez de quoi je parle. Je vous raconte pas la scène en question, mais quand vous verrez le film, ça doit être dans le premier tiers du film, la scène du billard, c'est une leçon de mise en scène absolument génialissime, une de mes scènes préférées. Si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, mais c'est un bijou de mise en place, mais tout le film est génialissime. Il n'y a pas une seconde à enlever là-dessus. C'est pour une fois, je critique souvent les films longs de ces dernières années, mais longs qui n'ont absolument rien à dire. Là, ces films-là sont très longs, mais il n'y a pas une seconde à enlever. Tout est justifié et c'est des histoires qui prennent du temps parce qu'il y a énormément à raconter. Et là-dessus, pour moi, De Palma a son top, pareil, visuel et narrativement, c'est absolument génialissime. Il embraye avec un que j'aime beaucoup, qui est tout simplement le premier Mission Impossible, donc avec Tom Cruise, hein, ce qui a lancé toute la saga avec Tom Cruise. Et pour moi, le meilleur épisode de Mission Impossible, ça reste le premier. Pareil, visuellement, c'est du De Palma au top. Alors ça reste, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pareil, c'est comme Les Incorruptibles. Alors peut-être pas aussi fort que Les Incorruptibles, mais je lui mettrai un gros 8, 8,5. C'est vraiment un excellent thriller d'espionnage, le Mission Impossible. Il a embrayé en 98 avec un film que j'avais aimé au cinéma, je ne l'ai pas revu depuis, Snake Eyes avec Nicolas Cage. Moi j'avais trouvé ça assez sympa. Faudrait que je le revoie, je ne l'ai pas vu depuis des années. Mais c'était un thriller qui était très sympathique. Après, il enchaîne avec un four qui était absolument dégueulasse. Pareil, je l'avais vu au cinéma, Mission to Mars. Et là, c'était un navet absolu. Je crois que ça lui avait échappé des mains, hein, mais c'était complètement nul. Il embraye avec Femme Fatale. Alors vous me direz, vous, moi j'ai jamais pu le finir. J'ai trouvé ça naze. J'avais dû regarder une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai pas fini le film. J'ai trouvé ça pourri. Il embrayé avec le Dahlia Noir, qui était dans son genre de prédilection, gangster et autres. Malheureusement, le scénario était très mal foutu, où il a pas eu le temps de finir les scènes comme il voulait, mais c'est pas mauvais, mais c'était vraiment loin d'être bon. C'est complètement bancal, le Dahlia Noir. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est bof. En 2007, il revenait avec Redacted. Je crois que c'était filmé caméra à l'épaule, c'était sur des GI et compagnie. Ça se regardait, j'ai trouvé ça pas mal, mais on est loin du cinéma de Brian De Palma, hein. Il avait vraiment pris un coup de vieux là-dessus. Et après, il nous a ressorti un thriller Passion. J'avoue que j'ai complètement oublié. Ça devait se regarder vaguement, c'était un thriller aussi. Et il a fini son dernier film en date de 2019, Domino, la guerre silencieuse. J'avoue que je l'ai vu, j'en ai absolument aucun souvenir. Donc pour moi, De Palma, malheureusement, c'est ce qu'évoquait Tarantino, hein, les grands cinéastes qui finissent avec une fin de carrière bancale, pour ne pas dire pourrie. Il a été pour moi au sommet, hein, deux des meilleurs films de l'histoire du cinéma. C'est De Palma qui les a réalisés. Scarface, L'Impasse, pour moi, deux chefs-d'œuvre absolus du film de gangster, magnifiquement fait. Et encore deux très très grands films, Les Incorruptibles et le premier Mission Impossible. Je l'ai, je sais pas où je l'ai foutu. Deux très autres bons films. Et après, bon, une ribambelle de thrillers qui était quand même très très sympa, hein. Avec Carrie au bal du diable, encore une fois. Il y avait Blowout, il y avait Body Double. Je les ai pas tous. Le Outrage, film de guerre qui était vraiment exceptionnel. Donc il a commencé par des films indépendants, il s'est fait la patte qui était bof. Mais après, il avait des petits budgets. Il a quand même eu le mérite de révéler De Niro. Et il a embrayé ensuite dans des espèces de films d'horreur ou thrillers qui étaient assez sympathiques. Même Phantom of the Paradise, hein, qui était quand même
Voilà, ça reste très regardable, très fréquentable, même si ça a pris un énorme coup de vieux pour moi. Et ensuite, bah voilà, donc sa brillante carrière dans les années 80-90, malgré quelques bémols comme le bûcher des vanités qui était pour moi complètement raté, ou des trucs anecdotiques comme l'esprit de Cain, hein, qui était assez série B, voire série Z à certains moments, où il a su relever la tête et refaire des grandes œuvres. C'était un peu le parcours de William Friedkin d'ailleurs, De Palma dans les années 80-90. Hein. Des gros coups génialissimes et des petites baisses de régime. Et par contre, bah, passé les années 2000, à part Redacted qui était assez sympathique, les deux derniers, j'en ai aucun, je les ai vus, j'en ai absolument aucun souvenir. C'était pas complètement nul parce que De Palma ça reste quand même un très grand, mais voir la chute à côté du niveau qu'il peut avoir, c'est quand même assez triste. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce cinéaste qui s'est souvent comparé, ils sont potes avec Scorsese, ils sont souvent affrontés au box-office et autres. C'était une espèce de compétition amicale comme Spielberg et Lucas ou comme de nos jours Tarantino et Paul Thomas Anderson, hein, qui sont potes mais qui aiment bien voir un peu les résultats de leurs films respectifs. Scorsese s'amusait à dire, j'avais très souvent peur quand De Palma sortait un film parce que voilà, ils s'affrontaient sur les films de gangsters surtout. Hein, ouais, Scorsese nous avait fait des affranchis, il n'a pas à rougir de Scarface ou de l'Impasse. Hein, pour moi, c'était un pur chef-d'œuvre absolu également. Où voilà, j'avais fait une vidéo sur Martin Scorsese que vous pouvez trouver sur ma chaîne, qui pour moi est un cinéaste qui tient beaucoup plus sur le temps que malheureusement De Palma qui s'est complètement effondré. Alors, il est encore vivant, bon maintenant il est assez vieux le bonhomme, je ne sais pas s'il reviendra ou s'il a pris définitivement sa retraite. Peut-être qu'il a encore un bon film ou un grand film en lui. J'ai envie de dire, j'en doute, mais on ne sait jamais. Ne jamais enterrer un cinéaste ou un musicien ou autre. Hein. On peut toujours être surpris, surtout quand on voit le niveau qu'il a atteint à un moment. Mais bon voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce cinéaste, quels sont vos ou quel est votre film préféré de Palma, et on se retrouve pour un prochain portrait. Salut!